Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission au Code de l'environnement sur Eden Télévision. Diaspora FM, oui, Diaspora FM parce que l'émission est également retransmise sur Diaspora FM. Concilier biodiversité et développement durable, eh bien, c'est un défi pour l'avenir. C'est le thème de cette émission. Et pour ce faire et pour le développement, pour mieux comprendre l'émission, les différents sujets, les différentes questions qui seront abordées au cours de cette émission, j'ai deux spécialistes des questions de l'environnement sur ce plateau. Dr Sylvain Djibou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes spécialiste en gestion de l'environnement. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et puis, à ma droite, j'ai Dr Euseb Kapo. Bonsoir, Dr Euseb. Oui, bonsoir, cher journaliste. Il y a tellement longtemps, hein, les fonds ont l'habitude de dire il y a 2 jours. Un de plus. Voilà, parfait. Vous êtes expert en environnement, urbanisme durable et énergie propre. Oui. Allez, Dr Euseb, je démarre justement avec vous. Quand on parle de biodiversité, qu'entend-on par ce mot, biodiversité? Merci pour cette question. Quand on parle de la biodiversité ou de la diversité biologique, nous parlons déjà d'une variété d'espèces, que ce soit au niveau animal ou végétal, des gènes, des écosystèmes. Ok, dans l'ensemble de tout... de tout ce corpus-là qui forme donc cette biodiversité. Même au sein d'une même espèce, on a aussi cette diversité-là. Quand vous prenez les graines de maïs, par exemple, vous avez différentes couleurs. Différentes, tout à fait. Donc, il y a cette variété-là. Et plus loin, cet écosystème fournit en fait des services pour les humains. Par exemple, nous respirons. Et c'est de cette biodiversité-là, des espèces végétales, que nous recevons cette terre-là. Donc elles sont véritablement essentielles. Important. Et si vous êtes un peu croyant, vous voyez, on dit donc que l'homme a été créé après. Et les arbres et autres, tout ce qui a... Tout à fait, sont venus après. C'est pour dire que Dieu, dans sa création, a déjà prévu donc qu'il fallait cette harmonie-là et que nous avons besoin d'interagir parce qu'il y a cette interaction entre les espèces, que ce soit les espèces humaines et que ce soit les espèces végétales. Docteur Djibou, vous avez un complément quand on parle de biodiversité? Oui, il a donné les détails, mais pour faire court, quand on parle de biodiversité ou bien la diversité biologique, comme il a dit, c'est l'ensemble des vivants, des êtres vivants, et y compris les écosystèmes, les interactions ou les relations que ces êtres vivants entretiennent entre eux et aussi avec leur milieu, pour ne pas dire avec les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Donc c'est tout ce qu'on met dans biodiversité. Voilà. Alors, mais dites-nous, quels sont les principaux facteurs responsables de la perte de cette biodiversité? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, parfois nous entendons parler de cette perte de biodiversité, ou soit de la biodiversité est en déséquilibre. Qu'est-ce qui est souvent la principale responsable? cause? Très bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question pertinente et préoccupante. Et quand on parle des facteurs responsables ou les principaux facteurs responsables de la perte ou de la destruction de la biodiversité, nous avons la surexploitation, par exemple, des ressources. Des ressources. En termes clairs, comment ça se passe cette surexploitation? Tel que les gens abusent, si je peux m'exprimer ainsi, les gens abusent dans l'exploitation des forêts, par exemple, et des arbres. La fabrication des charbons en désordre, etc. Et on ne travaille pas pour planter d'autres, pour entretenir d'autres, pour pouvoir les remplacer ou restaurer. Il y a tout ça. Il y a également la pollution. Qu'on le veuille ou pas, la pollution fait partie des coupables. Voilà, en termes de destruction ou bien de perte de biodiversité. Plus loin, il y a également les changements climatiques qui aussi contribuent à la perte de la biodiversité. Mais quand vous parlez de pollution, vous voulez parler de quoi spécifiquement? Oui, pollution, vous savez qu'elle existe sous plusieurs formes. Voilà. Elles sont multiples et multiformes. Et quand nous prenons, par exemple, sur les chantiers, par exemple, les chantiers de construction, où on connaît l'emprise, par exemple, du chantier, on sait qu'on doit s'arrêter ici. Mais dans les allers-retours des engins, il se fait qu'ils quittent leur champ pour aller, par exemple, déverser des huiles. Des huiles usagées, par exemple, au niveau du sol. Quand vous voyez ces huiles sont déversées par terre comme ça, les espèces qu'il y a là, avec le temps, disparaissent.
Donc, quand on parle d'espèces végétales, il faut savoir qu'il y a une espèce animale en même temps qui est là. C'est tout un écosystème. C'est un exemple. Hein. Quand on prend par exemple un milieu où on met de feu, une forêt par exemple, on met de feu. Quand cette forêt, par exemple qu'il y a des espèces autour. Toutes les fumées qui s'envolent, qui commencent par se dégager, créent de problèmes, menacent les espèces et c'est la débandade totale. Et il y en a qui meurent, qui n'arrivent pas à survivre, meurent. C'est déjà une perte. Il y en a plusieurs pollutions. Tellement d'exemples, d'accord. Oui, Dr Euseb, les principaux facteurs, il en a cité quand même quelques-uns. Hein. Oui. Et quand il parlait des facteurs, il faut savoir que dans chaque habitat, il y a un certain nombre de facteurs, que ce soit internes ou externes, qui agissent sur cet habitat-là pour fragiliser. Il faut noter surtout que c'est le besoin humain. Parce que quand nous avons besoin, par exemple, d'étendre les espaces agricoles, ce besoin alors de pouvoir produire s'impose à nous. À un moment donné, on est obligé de couper, par exemple, donc on pourra parler de la déforestation. Et pour pouvoir donc étendre tout ce que nous avions comme superficie agricole afin de pouvoir... Et ça, c'est un facteur qui vraiment diminue tout ce qui est habitat, écosystème, forêt, etc. Et également, il y a les besoins économiques. Quand je dis ça, c'est qu'il y a des industries qui veulent revendre nos bois, qui les coupent d'ici, sans pouvoir prévoir. Ils ne prévoient pas, il n'y a pas de... Parce qu'eux, ils vivent essentiellement de ça. Parce que c'est des industries, il faut se faire du chiffre. Oui. Et alors, donc, c'est vraiment... Mais est-ce que tout ceci ne devrait pas normalement être réglementé par l'État? Je pense que c'est possible de couper et de s'en servir. Justement. Mais il faut quand même des préalables. Il y a des mécanismes de compensation qui doivent être pris en place et des espèces à couper, des périodes pour lesquelles il faut le faire. Il faut un suivi, il faut des autorisations. Et des autorisations. Mais c'est qu'après, vous rentrez dans... Vous regardez de loin, vous pensez que la forêt est sur place, vous rentrez dedans, vous trouvez des creux. Des creux, oui. Vous voyez, c'est ça. D'accord. Donc, il y a ces genres de facteurs qui menacent. Et il a déjà parlé des questions de changement climatique sur lesquelles on ne va pas forcément... Mais ce qui est encore plus menaçant, c'est nous les humains. C'est l'humain, en fait. C'est l'humain. D'accord. Il me plaît bien, docteur Djibou, de parler des aires protégées. Quelle place ces aires protégées, quel rôle ces aires jouent peut-être dans la conservation de la biodiversité? Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Elle est la bienvenue. Tel que le docteur l'a dit tout à l'heure, il faut par exemple une autorisation avant d'aller couper. Avant de couper. On ne peut pas aller couper comme on veut. Les gens n'arrivent pas à les prendre. Le champ de notre papa. Très bien. Maintenant, du fait que cette stratégie de conservation de ces aires est mise en place ou est développée, ça permet de sauvegarder ou de surveiller ou de suivre rigoureusement ces aires-là. Comme ces aires sont protégées, toutes les menaces ou toutes menaces qui venaient des hommes ne sont plus au rendez-vous. C'est-à-dire quoi? Les animaux vivent naturellement. Et normalement, que ce soit les espèces animales comme végétales, il y a un développement normal. Il y a un équilibre qui est ressenti au niveau de ces aires-là qui sont protégées. Donc la protection favorise un réel développement de ces espèces animales comme végétales qui constituent la forêt. D'accord, donc elle joue quand même un grand rôle. Un grand rôle dans la conservation, dans la sauvegarde de ces différentes espèces animales comme végétales. D'accord. Et tous les services qu'ils peuvent procurer à l'homme par la suite. Voilà. Docteur Euseb, est protégée, conservation de la biodiversité, quel est le rapprochement? Justement, c'est parce qu'on a besoin de conserver qu'on a mis des aires, on a dit protéger. Protéger, donc il y a des mesures, que ce soit au niveau de la gestion administrative, au niveau de la gestion de la sécurité, au niveau sensibilisation, au niveau investissement. C'est beaucoup de choses. Pour pouvoir donc dire qu'on limite l'accès des humains dans cet espace-là. On contrôle plus l'équilibre en fait, des espèces qui sont dans le milieu. On suit la progression, le mouvement et tout ce qu'il y a comme espèces dans ce milieu. On regarde quelles sont les itérations quels sont les nouveaux résultats que l'on a. On regarde dans le plan d'aménagement, est-ce que les résultats que l'on a escomptés sont atteints d'être atteints et comment est-ce qu'ils sont améliorés. On peut même inviter d'autres cabinets ou structures pour pouvoir venir donc travailler à ce. Et le but, en fait, c'est d'abord de favoriser un meilleur rendu des services écosystémiques. Donc, il y a des bénéfices directs pour l'environnement et pour l'humain. Donc,
Alors, il y a des zones où les gens peuvent aller couper comme on veut, mais ces aires-là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, parlons des causes tout à l'heure. Nous avons parlé du changement climatique. Comment est-ce que le changement climatique affecte-t-il la biodiversité? Mais c'est un lien direct lorsque vous coupez les bois et que vous saviez que normalement les arbres qui sont coupés jouent quand même un rôle important de régulation. Oui. Et il y a une forte présence de CO2 qui interagissent alors sur cette disponibilité d'espèces ou soit que à ce moment précis, il y a la dégradation du sol, il y a vraiment une destruction de cette relation qui existait dans l'écosystème qui nous permettent, alors par exemple quand on prend les services écosystémiques de régulation qui sont perturbés directement, vous savez en même temps que le rendu n'est plus ce que l'homme veut. Et c'est ce qui fait que, notamment dans les milieux, quand vous prenez simplement le milieu urbain aujourd'hui, vous sentez des îlots de chaleur. Oui, parce que nous n'avons plus cette présence d'arbres, du végétal là. Qui nous aidait à atténuer cet impact-là, cette force de l'ensoleillement. Oui. Ok. Donc, à chaque fois que vous êtes dans un milieu où vous voyez que l'habitat a été scindé en 2, en 3, en 4, et n'a pas été repensé dans l'aménagement, c'est fini. Parce il y a un problème. Oui, directement. Et donc, quand on parle donc des changements climatiques qui induisent des effets, des fonds de glace par exemple, des glaciers par exemple, et, les espèces marines, vous voyez sur nos côtes même le débordement, l'érosion. C'est visible et ça crée beaucoup. Oui, donc tous ces facteurs, quand vous les condensez, c'est ça qui fait même courir. En cette fin d'année où nous allons, bientôt on parlera de COP pour dire quoi. Il y a les impacts des changements climatiques, il y a les changements climatiques, le réchauffement, les glaciers sont en train de fondre, donc les côtiers, il y a tout ce qu'il y a. Et donc voilà, il y a une interaction directe entre ce que nous sommes en train de dire et ce que nous avons sur le terrain. Oui, docteur, changement climatique. Oui, comme il a dit, quand un paramètre est modifié au niveau du climat, c'est en ce moment que nous commençons à parler de, voilà, sur une grande période donnée. Et ça modifie les habitats, par exemple. Comment? Les habitats des animaux. Je prends cet exemple, qu'un vent violent a fait tomber un arbre. Tous les animaux qui sont sur l'arbre, vous comprenez voilà. Oui. Tous les animaux qui avaient des nids, par exemple, les oiseaux, par exemple, qui avaient des nids sur cet arbre, ont perdu les habitats. Exactement. S'il n'y a plus autre arbre dans le milieu, ces animaux ou ces oiseaux peuvent disparaître du milieu. Tout à fait. À cause de cet arbre, se réfugier ailleurs. Donc, les rôles et l'importance de ces animaux dans ces milieux-là, parce que, on s'entraide en tant qu'être vivant là. Vous voyez que nous mangeons des viandes. Aucun n'est négligeable. Très bien. Donc, il y a par exemple cet aspect. Quand nous prenons aussi, j'ai parlé de feuilles de végétation tout à l'heure. Justement, comme nous voyons à l'écran, il y a ces espèces d'algues jouent des rôles non négligeables. Bien sûr, non négligeables. Donc, il y a ces modifications-là qui font que la crise écologique s'installe. Donc, qu'on le veuille ou pas, que ce soit au niveau du paramètre vent, que ce soit au niveau de pluie ou au niveau de l'humidité relative ou bien de l'ensoleillement, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, quel que soit l'aspect ou le paramètre qui est modifié durablement au niveau du climat, ça a d'impact sur la biodiversité. D'accord. Je voudrais bien que nous parlions également de la sécurité alimentaire. Quel lien peut-on établir entre sécurité alimentaire et biodiversité? C'est vrai que vous avez tenté d'aller sur ce pan-là tout à l'heure, mais essayez de... Il n'y a pas de souci. Et vous voyez, il y a un lien étroit entre biodiversité et sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire. Dans biodiversité, autrement diversité biologique, c'est le vivant. Tout ce que nous mangeons là vient beaucoup plus de la biodiversité. Vous prenez les animaux, vous prenez les végétaux. Nous sommes habillés ici maintenant, on a porté végétaux. Tout à fait. Nous mangeons végétaux. Nous mangeons animaux. Ou bien. Donc, ça veut dire quoi? Si la biodiversité est menacée, ce sont nos ventes comme ça qui sont en train d'être menacées. Et si nos ventes sont menacées? Prenez la zone de Zogbo-Domain, par exemple. Quand vous prenez la zone de Zogbo-Domain, vous allez voir que souvent les gens, ils tendent quoi aux passagers? Les animaux déjà tués ou abattus, etc. De brousse. Les animaux de brousse. Voilà. Imaginez que toutes les végétations disparaissent dans leur milieu.
vous n'allez plus les voir là. Tout à fait. On va plus les voir. À moins qu'ils décident de tricher pour aller tuer une poule pour dire que c'est perdri. vous voyez? Encore donc, que s'ils tombent sur des vigilants comme nous. Tous ceux qui sont fans de ces viandes-là vont commencer par souffrir. Vous voyez? Ce n'est qu'un exemple. Prenons par exemple, quand vous prenez serpent et les rats, l'homme a tenté de commencer par disparaître les serpents. Qu'est-ce qui se passe? Les rats se multiplient pour mieux détruire par exemple, les maïs. Ils constituent des casse-têtes pour nous dans nos chambres. Vous avez vu la relation? Oui. Ça veut dire quoi? La présence des serpents joue un rôle indirect pour l'homme, pour protéger peut-être, en tout cas, ces plantes qu'il a mis en terre. Vous voyez? Donc, sans la biodiversité, il n'y a même pas vie sur la terre. Il n'y a pas vie. Vous et moi, nous tous, hommes vivants, si on enlève les végétaux et les espèces animales, c'est qu'on va même fuir. Si vous prenez le circuit pharmaceutique, mais les médicaments sont produits des plantes, pour la plupart, des plantes. Ça veut dire quoi? S'il n'y a plus les plantes, tous ceux qui produisent les médicaments vont cesser de produire. Et nous-mêmes, nous ne pourrons plus avoir gain de cause par rapport à nos il n'y a états pas de santé. Celui qui aujourd'hui n'a pas touché, si ce n'est pas végétation, c'est que c'est animaux. Il n'a qu'à dire, il n'a pas mangé, il n'a pas respiré l'air qui vient de végétation. La personne n'a qu'à lever son doigt. Maintenant, moi, on ne va pas trouver. Docteur Euseb, c'est tellement dense que sans ça, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas vie. Docteur Euseb, pratique agricole, est-ce qu'il y a quand même des pratiques agricoles qui favorisent la préservation de la biodiversité? Aujourd'hui, nous parlons de l'agroforesterie et c'est la pratique courante sur laquelle nous faisons plus de sensibilisation aux communautés qui vivent surtout aux alentours de tout ce qui est espace dense, végétalisé. On leur dit donc, sur vos terrains, oui, parce que vous avez besoin... C'est de telle façon qu'il faut faire les choses. Il y a que vous ne devez pas couper tous les arbres qui se retrouvent sur votre superficie pour besoin, par exemple, de production. Si tel est le cas, vous avez tout le périmètre là, que vous pouvez alors replanter des arbres. Et plus loin, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de plantes médicinales. Vous devez aller couper ces plantes médicinales dans une forêt. Pourquoi donc ne pas revenir chez vous, sur votre superficie que vous aviez, que vous produisez déjà, vous faites votre petite... alors, replanter, alors... Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est différent. En cas de besoin. En cas de besoin, vous n'avez pas forcément besoin d'aller détruire ce que nous avions comme... Et également, la diminution des polluants chimiques, en fait, de tout ce qui est polluant. Parce que lorsque nous faisons de l'agriculture aujourd'hui, c'est vrai que, et surtout quand vous êtes au bord des cours d'eau, plein de cours d'eau, etc., et que vous épandez tout ce que vous aviez comme culture sur votre terrain, vous n'imaginez pas que lorsqu'il pleut, il y a ce facteur de drainage qui peut faire donc polluer, comme le disait le docteur, tout ce qui est espèces animales dans les... Alors, donc, il y a ces bonnes pratiques de pouvoir réduire ou de pouvoir maîtriser, parce que même généralement, nos paysans, ils prennent les boîtes, mais ils ne lisent pas. Ils ne savent pas quel réel dosage il faut faire. Ou même si on leur a appris... Ils sont juste dans les spéculations, ils essaient de tenter juste. Et quand ça prend, ça prend. Et ça a un impact direct même sur la sécurité alimentaire, parce que vous savez que dans nos pratiques, on n'a pas l'habitude, quand vous prenez les bidons, par exemple, où il y a des produits chimiques qui sont ressortis dedans, ils mettent encore les résidus, en fait, le maïs et autres qui stockent dedans. Et après, c'est qu'ils veulent consommer. Et ça a des risques d'intoxication alimentaire. Et donc, il y a cette pratique-là qui, déjà, en amont, permettent à ce qu'en aval, on puisse avoir des produits alimentaires, des produits alimentaires qui sont consommables. Ce n'est pas totalement de griffe biologique, mais qui nous permettent, en fait... D'accord. Docteur Capco, comment est-ce que, à présent, la communauté locale, les communautés locales peuvent participer à la gestion durable de cette biodiversité? Quel est le rôle des communautés? Oui. Bon, comme on est en train de le dire... Est-ce que d'abord nous avons un rôle en tant que... Oui, en tant qu'individu ou communauté, on a de rôle à jouer. Parce que partout où nous sommes, s'il n'y a pas un herbe, il y a un animal qui constitue la biodiversité et qui sont dans un écosystème. Dans un espace donné. Donc, partout où nous sommes, nous avons même un petit geste compte. Ne pas, par exemple, tuer les animaux en désordre. Il y a certains qui ne voient pas un insecte. Si on voit ça, c'est qu'on menace, on tue. Vous voyez? Moi, par exemple, habituellement, je n'aime pas tuer, par exemple, les insectes comme ça.
c'est difficilement que j'ai commencé par mettre des pièges pour les rats. Les rats, surtout les souris dans les chambres. Vous voyez? Mais si, parce que on vous l'indiquait en vous disant qu'il faut quand même faire ça pour quand même guérir tel mal, ou soit te protéger, parce qu'il y a ce genre d'histoire-là que nous entendons souvent, vous n'êtes pas sans savoir, vous comprenez très bien de quoi je parle. Vous parlez des espèces que les gens prennent dans la maison. Il y a quand même des espèces où certaines personnes disent que ça Dieu nous ça a aide. fait don de tout. Et on n'a pas connaissance de tout, mais chacun utilise les connaissances qu'il a d'une plante pour pouvoir se protéger. C'est comme on dit, quelqu'un qui est attaqué par le paludisme, on dit voilà, va prendre Kenkeliba, d'accord, prépare bien, mets du citron, bois. Et bois. On n'a pas besoin de tuer coq. Vous voyez, tu bois ton affaire, si tu as foi. Non, mais au cas où on te demande de tuer coq. Non, ça c'est autre réalité. Ce n'est plus... Et si c'est la seule alternative que tu as pour vivre? Pour vivre, tuer coq là. Non, il y a d'autres remèdes. Heureusement, il y a la médecine traditionnelle et moderne aujourd'hui. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que la communauté a un rôle à jouer. Par exemple, quand on a dit, il ne faut pas, c'est une forêt protégée. Non, c'est une aire protégée, il ne faut pas les couper. Si vous respectez déjà les consignes des agents des eaux et forêts, vous participez déjà à la préservation. À la préservation. Et quand vous préservez, vous soutenez indirectement l'économie locale. Ah oui, vous soutenez l'économie locale. Parce que prenez un jeune arbre, d'accord, qui n'a pas encore l'âge qu'il faut, qui n'a pas encore la grosseur qu'il faut, et vous coupez ça par exemple. Et c'est-à-dire les services que cet arbre allait rendre, on ne pouvait plus, en tout cas, utiliser cet arbre pour ces services-là. Alors que si on laissait cet arbre grandir, mieux contribuer à notre bien-être d'abord, et c'est à sa vieillesse qu'on coupe ça, ça va plus encore contribuer au développement de nos communautés. Donc, et ce que je peux dire à la communauté ou à nous communautés, c'est qu'on fasse le geste individuel et communautaire. Le geste individuel, c'est quoi? C'est qui sauve. Planter un arbre, même pas un, c'est quelque chose. Ne pas attendre spécifiquement ce jour. Le 1er juin pour planter. Et si on plante le 1er juin aussi, si on a aussi cette occasion de planter le 1er juin, on n'a qu'à savoir que le prochain 1er juin, là, il faut que cet arbre-là évolue, connaisse une croissance. Il faut faire le suivi, il faut faire un entretien. Mais malheureusement... nous assistons à autre chose. Voilà. Le suivi n'y est pas, c'est juste... Nous invitons tout le monde à faire cet effort-là. Il y a beaucoup d'éléments. Les feuilles de végétation. Après avoir fumé, alors que ce n'est pas aussi bon de fumer, tout à fait. On jette sans éteindre, ça peut occasionner des feux de végétation facilement et détruire toute une communauté. Même des maisons à proximité peuvent être détruites par la suite par ces feux de végétation. Donc c'est pour dire que les petits gestes pour contribuer à la préservation de la végétation, pour ne pas dire de la biodiversité, nous aident déjà à participer directement ou indirectement à la préservation de la biodiversité. Voilà ce que je peux dire. Merci. Monsieur Kakpo, éducation et sensibilisation peuvent-ils réellement aider à la préservation de la biodiversité? Et puis action. Éducation, sensibilisation, action. Oui, parce que si chacun, d'où il se retrouve, selon les pouvoirs qu'il a, il vient, il fait son travail, c'est toute une chaîne. Donc, lorsque vous faites de l'éducation, c'est à partir d'où, à qui et comment, sur quel support. Parce que lorsque vous allez auprès des agriculteurs, il y a le mode de communication, le support de communication, que ce soit par des visuels et des vidéos, des trucs pour pouvoir expliquer le bien fondé. Et lorsque vous venez au niveau action, c'est même également avec les communautés à la base, pour leur montrer le bien fondé de l'action que nous voulons faire, si c'est du reboisement, et de voir dans le milieu quelles sont les espèces qui sont les plus adaptées aux conditions du milieu. Et cette partie, il y a aussi ce que nous oublions souvent, c'est donc ce suivi qui est très, très important. Parce que lorsque vous arrivez donc à protéger une aire ou à pouvoir mettre en place, comme le docteur le disait, une plante à toute occasion, peut-être à votre anniversaire ou quel que soit l'événement. Ou quand même marquer un événement. Vous devez donc faire le suivi pour voir dans le temps comment est-ce que la croissance se passe, est-ce que l'eau et tout ça, l'arrosage, comment est-ce que ça se passe. Donc, il est important de passer à l'action. On ne va pas rester seulement sur les discours, sur les conventions, sur les... Je sais pas, il y a tellement de choses que nous-mêmes, population, souvent, on n'est pas informés. Mais quand même, aujourd'hui, on va commencer quand même par se féliciter du fait qu'il y a quelques actions sur le terrain, mais
c'est insuffisant. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Le thème, c'était concilier biodiversité et développement durable. Est-ce que vous confirmez que c'est un défi pour l'avenir? Bien entendu, c'est un défi pour l'avenir. Depuis 1992, les pays ont légiféré sur des conventions. Ils ont évolué. Ils ont trouvé que quand même il faut améliorer. Et en 2010, il y a les objectifs d'Aichi qui ont évolué pour dire nous avons besoin de réguler, de protéger à 17% la terre, à 10% tout ce qui est espèce de l'eau marine, tout ça là. Et après, ils n'ont pas atteint les objectifs parce que c'est un besoin, c'est urgent, c'est un défi. Ils sont passés maintenant au cadre mondial de la biodiversité. On s'est dit donc, de Montréal, voilà. Ils se sont dit, voilà, il faut donc que nous atteignions en 2030 au moins une protection de 30% de tout ce qui est espèce, que ce soit végétal. Donc on se fixe quand même des on se fixe même au niveau des objectifs de développement durable. 14, je crois que 13 ou 14, je ne sais pas trop. Je pense que là, nous sommes jusqu'à 2030. 2030, c'est en quelques jours. Déjà, il y a d'autres traités, d'autres conventions qui sont en train sont en cours. Oui, déjà depuis longtemps, parce qu'on voit déjà les résultats. Les pays que nous constituons, les pays faibles. Mais vu les résultats, selon vous, en tant qu'observateur juste, est-ce que c'est promettant? Est-ce que ça évolue? Le résultat tient de l'investissement qui est fait dans la mise en place des mesures, que ce soit d'atténuation ou d'adaptation. Et pour ce faire, il faudrait avoir d'abord des compétences qui aujourd'hui on n'en manque pas, des ressources financières qui sont en train d'être démocratisées, mais qui n'ont pas atteint le seuil qui a été réellement fixé pour les pays moins développés. Et pourquoi? Parce que l'investissement, l'envoi de ces fonds ne se fait pas. Et donc, on a besoin, devenu pratiquement politisé, qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint les résultats qu'on espère, qu'on escompte pour pouvoir, alors, en 2030, atteindre l'objectif de développement durable que nous voulons. Donc, à l'état des lieux, il y a un gros travail qui se fait déjà au niveau politique. Il y a vraiment un travail qui est fait. On a des institutions fortes qui sont installées, des directions qui sont installées. Il y a des documents politiques qui sont installés dans chaque commune, dans chaque localité. Quelles sont les actions phares qu'il faut mettre en place sur les questions d'environnement? Comment est-ce qu'il faut venir dans notre milieu? Il y a des plans de contingence qui sont élaborés pour nous guider en tant que actionnaire. Quand je dis actionnaire, ce n'est pas celui qui investit. C'est un griffe. Oui, vous comprenez, oui. Pour dire, voilà, quand vous venez dans tel milieu, voici ce qu'il faut faire, vous le devez. Et même quand vous prenez les bailleurs, les financeurs aujourd'hui, ils vous demandent alors d'allier vos projets au cadre politique qui sont déjà établis depuis le niveau international jusqu'au milieu local, avec intégration, prise en compte des communautés locales pour pouvoir savoir que voilà. Donc je pense que c'est réellement un grand défi, sinon nous allons disparaître. C'est ça. Non, pas parce que nous n'allons pas disparaître. Nous allons disparaître. Nous allons disparaître si nous continuons. La lutte continue. En tout cas, on est en train de tout faire pour coloniser Mars. Peut-être que c'est vers là qu'on va. Oui, monsieur docteur, conciliation, biodiversité et développement durable, vous confirmez que c'est un défi obligé qu'il faut relever. Et nous devons tous mouiller le maillot. Parce que le développement durable que nous chantons, comme vous le savez, c'est un processus de développement qui permet aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. Donc si nous on vit et on ne pense plus à ceux qui vont venir, c'est qu'on est en train de détruire ce que Dieu a dit, j'ai construit, j'ai créé, j'ai fait ceci, allez parachever, allez prendre soin, allez bien gérer. C'est pourquoi l'homme domine tout ce qui est créature. C'est pourquoi il a créé même l'homme en dernière position. Donc nous avons l'obligation de rendre compte à Dieu parce que nous devons bien gérer ce qu'il nous a confié et laisser à ceux qui vont venir après, qui va créer aussi par la suite, de pouvoir bénéficier de ces bienfaits de Dieu et continuer la création. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous allons faire un dernier tour de table. Docteur, vous avez quelque chose pour conclure? La biodiversité ou la diversité biologique, c'est nous d'abord. L'environnement, c'est oui. Là où nous sommes, ça vient de la nature. Ça concerne aussi la réalisatrice qui est derrière là-bas. Tout le monde, tout ce que vous aviez, c'est là. Ouais. Il suffit juste qu'une action néfaste d'un individu dans un milieu donné détruise tout ce que nous avions bâti. Donc, il est important à chacun, à son niveau où il se situe, de prendre conscience. De jouer sa partition. Oui, de prendre conscience de préserver ce que nous avons comme espèce dans son milieu, dans son habitat. Il n'a pas besoin d'aller trouver 10 milliards avant de pouvoir faire ce qui est important. Et également
de pouvoir respecter quelques clauses que nous avons, la nature même a des clauses. La nature même a des clauses qu'il faut déjà commencer par respecter. Regardez quand vous allez régulièrement dans un ménage, dans une maison, et qu'il y a un arbre qui existait depuis longtemps. Et avant votre passage, on a coupé l'arbre. Vous reprenez dans cet environnement, vous sentez... C'est qu'il y a comme si quelque chose qui manque. Quand vous rentrez dans la maison, même si vous n'avez pas encore vu la planche, on sent en même temps que quelque chose a manqué. Après que vous regardez que, certainement ils ont coupé. C'est comme ça que vous disiez qu'on allait disparaître. Et donc, pour vous dire, dernier tour de table, c'est que nous devons continuer le travail. On va disparaître. D'accord. Docteur Sylvain. Comme on veut aller au développement durable, on ne peut pas disparaître. On doit travailler la main dans la main. Un geste, quel que soit là où on est, un geste compte pour qu'on puisse aller véritablement au développement. Et moi, je parle de développement. C'est vrai qu'on chante le développement durable, mais travaillons. Et on va... ne pas seulement parler. Non. C'est pourquoi l'éducation et la sensibilisation constituent le moteur ou l'arme nécessaire pour mieux atteindre les objectifs, pour mieux toucher les cœurs, pour qu'on prenne tous conscience. Que ce ne soit pas seulement nous trois qui sommes sur le plateau ici qui allons prendre conscience. Petit comme grand, on a quelque chose à faire pour participer à la préservation de l'environnement, pour ne pas dire de la biodiversité. Allez, merci beaucoup à vous, Dr Sylvain Djibou. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Dr Euseb Kako, merci également à vous. Merci. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Avec plaisir. Parfait. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Une émission qui a été réalisée par Rebecca Ogou. Elle était la réalisatrice de cette émission. Emmanuel Agbodjelou, c'est lui qui a été au son. Modeste Wundekmondi, lui, c'est le community manager. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission au cœur de l'environnement.